Au menu de cette édition, à Doha au Qatar, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga participe à la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. 46 pays sont concernés par la rencontre. Avec les partenaires comme les États-Unis et le Qatar, il évalue et adopte un nouveau plan d'action pour le développement des pays les moins avancés. 135 Maliens qui vivaient dans des conditions difficiles en Tunisie viennent de regagner le Bercail grâce aux efforts des autorités de la transition. Ils ont été accueillis par 7 membres du gouvernement. Dans ce 20h également, gros plan sur une jeune dame. Elle s'appelle Aïcha Kanté, 29 ans. Elle se distingue par ses barbes. Malgré le regard, Aïcha Kanté a décidé de s'assumer et de faire face à son destin. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, vous le savez, est à Doha au Qatar où il participe à la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Occasion pour les représentants des 46 pays concernés et les partenaires comme les États-Unis et le Qatar d'évaluer et d'adopter un nouveau plan d'action pour le développement des pays les moins avancés. Sidiki Dambélé et Aruna Diarra sont nos envoyés spéciaux à Qatar. À la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés PMA, l'on se pose une seule question. Pourquoi ces 46 pays, dont 33 en Afrique, n'avancent pas alors qu'ils sont présumés bénéficiaires d'une série de politiques de développement? À la tribune, les représentants des Nations Unies, du Qatar et des pays les moins avancés ont dressé un bilan sans complaisance de la mise en œuvre des différents programmes depuis le dernier sommet tenu à Istanbul il y a 10 ans. Tous s'accordent à dire qu'il y a péril en la demeure. Ayons le courage de reconnaître les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du programme d'action d'Istanbul ont été timides et pour la plupart remis en cause par les impacts négatifs de la pandémie de la Covid-19, durement ressentis par les pays les moins avancés en raison de leur vulnérabilité macroéconomique aux chocs endogènes et exogènes. Nous devons avoir une vision à long terme pour les 10 prochaines années, être plus ambitieux dans notre volonté de jeter des bases nouveau cadre de coopération pour le développement des pays les moins avancés. Comme le disait un fils émérite d'Afrique, le président Nelson Mandela, je cite, « Toute action qui ne découle pas d'une vision est du temps perdu. Toute vision suivie d'action peut changer le monde. » Fin de citation. C'est de cela dont les PMA ont besoin pour assurer leur développement et pour sortir de la pauvreté. La coopération sud-sud est essentielle à cet égard. C'est donc un appel à des actions concrètes et non à de la charité qui est lancé par le groupe des pays les moins avancés aux pays riches afin d'insuffler un nouvel élan au développement international. Le Premier ministre, dans son discours, a rappelé la situation socio-économique du Mali, marquée par une crise multidimensionnelle depuis 2012, avant de fonder beaucoup d'espoir sur le programme d'action de Doha en faveur des PMA. Le Mali fonde beaucoup d'espoir sur le programme d'action de Doha. En effet, ce nouveau cadre de coopération pour les 10 années à venir contient des mesures destinées à lever les obstacles au commerce international et à la compétitivité, y compris l'épineuse question des infrastructures énergétiques et des transports, les restrictions à l'importation et à l'exportation. Est-il nécessaire de rappeler que mon pays, le Mali, est à la fois pays en développement, mais aussi pays sans littoral, et subit de plein fouet les impacts néfastes du changement climatique à l'origine de nombreux conflits intercommunautaires et de nombreuses vulnérabilités écologiques et économiques. Par ailleurs, le Mali est préoccupé par l'inflation, le faible niveau des investissements directs étrangers, le coût élevé de l'énergie,
la volatilité des marchés financiers et la perturbation des chaînes d'approvisionnement et de transport. Néanmoins, la bonne tenue des finances publiques a permis un accroissement significatif des recettes budgétaires, une maîtrise des dépenses publiques et une amélioration de leur qualité. Il importe donc de promouvoir une chaîne de solidarité et de justice internationale pour lever les obstacles au développement des pays les moins avancés. Le programme d'action de Doha est une réponse cohérente à cette demande forte. Il nous revient à présent de travailler ensemble à son application diligente et efficace pour les 10 prochaines années en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, notamment les plus vulnérables. Face à des défis mondiaux, il faut une réaction mondiale, estime le groupe des pays les moins avancés. C'est pourquoi son credo désormais, avec le plan d'action de Doha, c'est d'abandonner le statut de PMA au profit de celui des pays développés dans les 10 prochaines années. En marge de la cérémonie d'ouverture dans la journée, le Premier ministre a rencontré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar et le secrétaire général des Nations Unies. Avec le premier, les échanges ont porté sur la coopération bilatérale avec un accent sur la lutte contre le terrorisme et la gestion des déplacés. Avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, il a été surtout question de l'évolution de la situation politique et sécuritaire ainsi que les choix stratégiques opérés par les autorités maliennes. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Doha au Qatar, Sidiki Dambélé et Aruna Diarra. Des retrouvailles entre le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et le vice-premier ministre du Qatar. Retrouvailles car les deux personnalités s'étaient rencontrées en mois de mars dernier ici à Doha à la faveur d'une conférence internationale. Les échanges ont porté essentiellement sur la lutte contre le terrorisme, la prise en charge des déplacés et réfugiés et le mois de Ramadan qui pointe à l'horizon. Nous avons expliqué que le principal défi de notre pays aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme qui est en train d'être vaincu sur tous les plans par notre armée. Et donc tout ce qui peut être fait à notre pays dans le cadre du renforcement de cette lutte est la bienvenue. Nous avons parlé aussi de la nécessité pour notre pays de faire face à la mise en condition des différents réfugiés qui sont en train de gagner leur lieu de résidence, d'autres quittent. En tous les cas, c'est une question majeure pour le gouvernement du Mali, le président de la transition, de faire de la problématique des réfugiés internes et externes une question majeure. Bien entendu, dans un pays à 95% musulmans, nous ne pouvions pas passer sous silence l'approche du mois de Ramadan, qui est un mois de fête et de méditation pour les musulmans, voir comment est-ce que nos amis du Qatar pourraient appuyer leurs condisciples au Mali. Et enfin, nous les avons invités, en tant que de besoin, de venir au Mali, discuter avec les Maliens, voir les priorités des Maliens et où est-ce que nous pouvons nous donner la main pour travailler ensemble. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Vous sentez? Autre personnalité rencontrée par le Premier ministre, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec qui les échanges ont été francs. La lutte contre le terrorisme, la question de la MINUSMA et les choix stratégiques du Mali, tout a été évoqué. La priorité de nos pays aujourd'hui, c'est la paix, la sécurité. Qu'ensuite, tout ce qui se fait avec nous doit obéir au triptyque indiqué par notre président. Mais surtout que la lutte contre le terrorisme doit se mener de notre point de vue de façon efficace au niveau de chaque pays. Et la vision que le Mali a aujourd'hui, c'est de faire des États forts bilatéralement, que chaque État puisse être suffisamment solide. J'ai même sorti une boutade en disant au secrétaire général que ce n'est pas en mettant ensemble deux hommes qui ont mal chacun à un pied qu'on aura un homme qui a deux bons pieds qui fonctionne, qui marche comme un homme à deux bons pieds. Ça veut dire qu'il faut que les États africains soient renforcés sur le plan bilatéral.
Ce que nous voulons avec la communauté internationale, c'est de la compréhension et le dialogue réciproque, notamment le cadre de la MINUSMA, nous en avons parlé. Il faut un dialogue approfondi avec les ministères concernés, notamment la défense et les affaires étrangères, pour ne pas laisser l'impression qu'un ami qui est invité peut aller là où il veut ou qu'on lui fait des restrictions. Est-ce que le message a été entendu et bien compris? J'ai cru comprendre qu'on s'est très bien entendu et bien compris. C'est ce que nous souhaitons, c'est pour cela que nous parlons partout où nous partons. Nous évoquons les difficultés réelles que notre pays a, qui sont souvent différents du narratif qui est donné ici et là, où on ramène tout à des élections. Maintenant, au niveau du secrétaire général aussi, nous avons compris son message. Il a transmis ses salutations au président de la transition, auquel nous transmettrons et ses salutations et ses messages. Et nous en ferons l'appréciation positive nécessaire au niveau du Mali. À toutes ces personnalités, le Premier ministre a fait le point des avancées significatives du processus de transition. Les travaux de la 72e session de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des réunions intersessions de l'Assemblée parlementaire paritaire se sont achevées cet après-midi au Parlement européen. Lors de cette dernière session, les parlementaires ont voté les amendements retenus par les 3 commissions, à savoir la commission Affaires politiques, la commission Développement économique, Commerce et Finances et la commission Affaires sociales et Environnement. À l'issue des travaux, Assarid Ag Imbarkawan, premier vice-président du CNT, fait le bilan de la participation de la délégation du Mali aux travaux suivants. Nous avons fait des réunions conjointes des affaires politiques entre la partie ACP et l'Union européenne. Et au cours de cette réunion, vous avez entendu véritablement comment nous nous sommes exprimés, notamment sur la situation au Mali, sur ce que nous souhaitons. Nous sommes prêts à coopérer avec tout le monde. L'essentiel est que chacun accepte la souveraineté de notre pays. En tout cas, les trois points dictés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Je pense que ces points, nous les avons largement rappelés au cours de l'ensemble des débats de différentes commissions. En tout cas, ce qui est important, c'est le choix de nos partenaires. Nous avons dit qu'il faudrait que chacun respecte les choix de nos partenaires. Nous avons dit qu'il faudrait que la souveraineté de notre pays soit respectée. Nous avons eu des problèmes. Ces problèmes sont dus à une très mauvaise gouvernance dans notre pays. Donc des jeunes officiers sont venus au pouvoir et ils sont en train de redresser le pays tel que nous le souhaitons. Clap de fin de la 28e édition du FESPACO. L'étalon d'or du Yelinga est décerné à Youssef Chebi de la Tunisie pour son film Ashkal. Il a reçu son trophée des mains du président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Apolline Traoré du Burkina Faso remporte finalement le Yelinga d'argent pour son film Sira. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux dans nos éditions futures. Et c'est le gala de remise des prix spéciaux qui a précédé cette cérémonie. Les cinéastes maliens ont eu 3 prix, parmi lesquels le prix spécial Lafi Doumbou qui a été remporté par le film Sira sur la route de Fousseini Maïga. Les récits de nos envoyés spéciaux Bemba Sibi et Abdoulaye Diarra. Le Mali, à l'honneur au FESPACO, s'en sort avec honneur au gala de remise des prix spéciaux qui vient de prendre fin. Les cinéastes maliens ont eu 3 prix. Le prix série TV animation en compétition officielle avec le film d'animation Paya et Koulou de Draman Menta. Le prix spécial de l'Amphi Boubou qui a été remporté par le film Sira sur la route de Fousseini Maïga. Fousseini qui a également reçu une mention spéciale dans la catégorie série TV avec Fanga le pouvoir. Et le prix court-métrage documentaire de l'UEMOA a été remporté par le film Les Cavaliers de Tonga de Mohamed Daifour Diawara. Sur 21 prix et 35 pays représentés, le Mali remporte donc 3 trophées. Le Burkina Faso et le Niger ont marqué cette soirée gala avec 4 prix chacun, avec l'envoyé de Dieu de Aminata Niang du Niger et Sira de Apolline Traoré de Burkina Faso. Apolline qui se positionne en sérieuse prétendante pour l'étalon de Yenenga. C'est l'un des rares réalisateurs présents à 4 FESPACO de suite en compétition officielle long métrage. L'histoire de Sira attire également. Elle porte sur le terrorisme au Sahel vu sous le prisme de la femme.
Apolline Traoré sera-t-elle la première femme à remporter l'étalon du Yenenga? « 135 Maliens qui vivaient dans des conditions difficiles en Tunisie viennent d'être rapatriés, venus à bord de Sky Mali, compagnie affrétée par l'État. Ils ont été accueillis par 7 membres du gouvernement. Fadema Keïta. La situation actuelle qui prévaut en Tunisie a causé beaucoup de désagréments à nos compatriotes. Et l'évolution des situations nous inquiète. Mais toutes les dispositions sont prises avec l'ambassade du Mali en Tunisie pour assurer la sécurité de nos compatriotes. Nos compatriotes ont beaucoup peiné avec cette situation. Nous avons déploré et condamné ces actes qui n'honorent ni les autorités tunisiennes, ni le peuple tunisien. Nous espérons que la voix de la raison l'emportera pour le bien de nos populations et le respect de l'esprit de l'intégration prônée par l'Union africaine. Les plus hautes autorités du Mali ont ordonné le rapatriement de nos compatriotes établis en Tunisie et nous sommes là dans ce cadre pour accueillir le premier vol, pour témoigner l'engagement des autorités à ne ménager aucun effort pour soulager nos compatriotes qui sont revenus de la Tunisie et ceux qui sont encore sur place. C'est aussi dire que tous les Maliens et toutes les Maliennes sont égaux. Et quel que soit là où ils se trouvent, au besoin, les autorités interviendront pour les soulager. Ces vols continueront jusqu'à ce que tous nos compatriotes qui sont encore en Tunisie et qui souhaitent rentrer au Mali regagnent leur pays, le Mali. À l'instant, le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, qui était à l'accueil des 135 Maliens en provenance de la Tunisie. C'est parti pour la 7e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption, une initiative du projet Justice, Prévention et Réconciliation en collaboration avec la communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption. Bokari Koulibaly. Les initiateurs organisent cette campagne pour sensibiliser la population sur les méfaits de la corruption afin d'impulser un changement de comportement et favoriser le développement socio-économique de notre pays. Selon l'OCLEI, plus de 1266 milliards de francs CFA ont été détournés des deniers publics de 2005 à 2019 au Mali. Une réalité qui démontre bien toute l'importance de faire front commun pour lutter contre ce phénomène envahissant. Il y aura des activités de sensibilisation, de communication à travers les médias et même les activités culturelles sont prévues pour une meilleure communication autour des pratiques corruptives. La participation de chacun compte pour une lutte plus efficace contre ces phénomènes. Occasion pour les patrons de l'OCLEI d'inviter les uns et les autres à jouer leur partition dans ces combats. La tenue de cette semaine, en partenariat avec le projet LUCEG, qui place les femmes et les jeunes au cœur de ses actions, est donc une occasion à mettre à profit pour mieux vous outiller en vue de pouvoir être les soldats de la lutte contre la corruption. Construire ensemble un monde uni contre la corruption pour la paix et le développement au Mali, c'est le thème retenu pour cette 7e édition de la Semaine de la jeunesse contre ces mâles qui entravent le développement.
Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a procédé hier vendredi au lancement de la session de formation en technique de recherche d'emploi dans la région de Koulikoro. La formation concerne 100 demandeurs d'emploi, une initiative de l'ANPE en partenariat avec le Conseil national des jeunes CNJ. Daouda Kone. Ils sont 100 demandeurs d'emploi venus de tous les cercles de la région de Koulikoro à prendre part à cette session de formation sur les techniques d'écriture du curriculum vitae, CV, la lettre de motivation et les entretiens d'embauche. Cette formation de 3 jours est initiée par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE en partenariat avec le Conseil national des jeunes CNJ. Depuis la conférence nationale extraordinaire de Bougouni qui date de mai 2021, nous, jeunes soucieux de l'avenir de nos pères, nous sommes engagés dans le chemin de la promotion de l'employabilité et de la formation professionnelle de cette couche. L'Agence nationale pour l'emploi a pour mission d'orienter les demandeurs d'emploi, les futurs entrepreneurs, faire la mise en relation des offres et des demandes d'emploi. Dans ces sièges, donc, nous contribuons à l'amélioration de l'employabilité des primo-demandeurs d'emploi, qui sont les jeunes, et le Conseil national des jeunes est à nos côtés aussi dans ce cadre-là. Au cours de cette formation, il s'agit de mettre à la disposition des demandeurs d'emploi des outils nécessaires qui devront faciliter leur insertion professionnelle. Le problème de l'emploi en général et celui des jeunes en particulier figure parmi les préoccupations majeures. En effet, chaque année, des milliers de jeunes nantis de diplômes de tous les niveaux, de toutes les filières de formation, dont un nombre important sans réelle qualification avec les besoins du marché de l'emploi, sont à la quête de l'emploi sur le marché du travail où les fluctuations et les rudes concurrences exigent un savoir-faire et un savoir-être au-delà de l'acquisition du diplôme. Après le lancement de la formation, le ministre s'est rendu sur le chantier du centre de formation professionnelle de Koulikoro sur la route de Banamba. Bakary Doumbia s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Le gouverneur de la région de Koulikoro vient de visiter à Donkorona, dans le cercle de Oulessebougou, le système hydraulique villageois réalisé par le gouvernement de la région de Koulikoro dans le cadre de l'exécution du budget spécial d'investissement 2021. Sur place, le chef de l'exécutif régional a apprécié la qualité de cette infrastructure. Djemba Moussa Konate. Dongorona, un village situé au bord de la RN7 dans le cercle de Oulessebougou. Depuis 1951, tout le village s'approvisionnait en eau à partir de ce point d'eau. Pour soulager la souffrance de la population de cette localité, le gouvernorat de la région de Koulikoro a doté Dongorona d'un système hydraulique villageois amélioré. Une initiative saluée par la population. Je suis très content en tant que chef de village de cette réalisation du gouvernement dans mon village. Ce geste a vraiment contribué à réduire les maladies liées à l'insalubrité à Donkorona. L'eau, c'est la vie. Celui qui te donne de l'eau t'a tout donné. Nous, les femmes de Dongorona, on souffrait énormément de problèmes d'eau. Il n'y avait qu'un seul puits à partir duquel tout le monde s'approvisionnait en eau. Nous vivons de coupes de bois ici. Avec la réalisation de ces châteaux d'eau, on pourra faire le maraîchage pour protéger notre environnement. La réalisation de cette infrastructure villageoise à Dongorona s'inscrit dans le cadre de l'exécution du budget spécial d'investissement BC 2021 du gouvernorat de Koulikoro. Nous nous inscrivons dans la logique du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui est celle de faire en sorte que le bien-être des populations soit une réalité, qui est aussi celle de l'allègement de la souffrance des populations maliennes. Effectivement, c'est dans ce cadre qu'il a été inscrit alors, sur financement du budget spécial d'investissement en 2021, la réalisation de l'infrastructure hydraulique que vous venez de visiter. Il s'agit d'un système hydraulique villageois amélioré qui est sur une cuve de 10 mètres cubes avec un débit de 9 mètres cubes et 3 bornes fontaines réparties sur 300 mètres. La visite de ce SHVA porte à 7 le nombre de systèmes hydrauliques villageois visités par le gouverneur de Koulikoro dans le cadre de l'exécution du BC 2021 pour un coût global de plus de 200 millions de francs CFA.
Grand format de ce 20h, clin d'œil à Aïcha Kanté. Elle se distingue par ses barbes. Malgré le regard, Aïcha Kanté, 29 ans, a décidé de s'assumer et de faire face à son destin. Le dossier est signé Nyanya Alou Traoré et Karonga Konaté. Un dimanche de mariage pour la famille Kanté à Niamakoro-Kourani, en commune 5 du district de Bamako. Les femmes de la maison s'y sont faites belles pour la circonstance. Parmi elles, une jeune dame de 29 ans, première d'une fratrie de 3 enfants. Elle est normale à tout point de vue, physiquement comme mentalement, juste à un détail près. La jeune femme, Aïcha Kanté, est barbue. Aïcha est une célébrité parce qu'elle est un peu différente des autres, avec sa barbe. Les enfants viennent la regarder personnellement. J'ai décidé de ne plus me raser, voilà, parce que à chaque fois quand tu te rases, ça repousse. Voilà, c'est quelque chose qui ne finit pas. Si Dieu m'a créé comme ça, je m'accepte tel que je suis. J'ai fait beaucoup d'analyses en réalité, voilà, et beaucoup de traitements aussi. Ses parents, ce sont eux. La particularité de leur fille, c'est depuis sa tendre enfance, nous confie-t-il. Depuis qu'elle était petite, là, on disait qu'elle ressemblait à son papa et que c'est un homme. Et qu'après, on a vu qu'elle avait une pilosité assez développée. Je la trouve très belle avec sa différence en barbe, parce que ça, c'est rarissime. Je l'ai même payé des crèmes épilatoires avant. En science, l'apparition de la barbe chez la femme est tout à fait naturelle. Elle s'explique. On appelle hirsutisme. Il y a 3 organes qui sécrètent ces hormones. Il y a d'abord l'hypophyse, c'est au bas du cerveau. Il y a les ovaires chez la femme. Il y a aussi les surrénales. Les surrénales, c'est des glandes au-dessus des reins. Souvent, c'est des petits nodules de tumeurs au niveau de l'hypophyse qui va produire, donc ça va viriliser, c'est un virilisme qui se va créer, qui va produire beaucoup de testostérone et ce qui va provoquer effectivement cette poussée. La prise en charge, c'est multidisciplinaire. Il y a l'endocrinologue, les gynécologues aussi interviennent, les dermatologues aussi interviennent. Donc le traitement qu'il faut, souvent on fait, que ce soit local, soit par les épilations, et là souvent qu'il faut éviter, surtout quand c'est des causes fonctionnelles. Parce que là, on va pousser encore chaque fois qu'on essaye de raser. Il y a d'autres méthodes aujourd'hui aussi, le laser. Donc le laser, lui aussi, il permet de détruire le follicule pileux. Voilà ce qu'en dit la science. Qu'en est-il du regard de la société? Au début, ça me faisait mal. J'insulte les gens même. Mais après, bon, comme il y a une décision, donc quand les gens la voient sur mes statuts ou bien quand on fait des cérémonies, on me dit oh, mais ta soeur là, elle est comme Algérie, mais elle est comme ça. Elle est née comme ça et puis voilà. Il y a un moment, moi et mon petit frère, on faisait du snap. Après, il y a certaines personnes qui m'insultaient même avec des commentaires sale PD. Certains pensaient que oui, je suis un homme, alors que je ne suis pas un homme, je suis une vraie femme. Les gens sont souvent très à confondre les choses et même souvent parlent de terré. Je connais notre société, il y a tellement de tabous et par rapport à ça, des considérations qui ne vraiment sont pas positives. Heureusement, Aïcha Kanté a de la chance. Nous l'avons suivie dans son voisinage. Signalons que Aïcha Kanté n'a pas d'amis ni de compagnons à ce jour. Elle nous confie se consacrer à son petit commerce qu'elle mène sur les réseaux sociaux. Sortir dans les médias est une façon pour notre jeune dame de décomplexer ceux qui se sentent différents des normes établies par nos sociétés. Elle va devoir être forte, voilà, le choix de se faire voir. Donc elle va supporter. Et il y aura des gens qui vont l'aimer, il y aura des gens qui vont la détester. Là, le fait que Aïssa ait eu le courage vraiment de sortir comme ça, alors cela va permettre à d'autres femmes aussi vraiment de s'assumer et travailler dans ce sens-là. Sur TikTok, Aïcha, depuis qu'elle a affiché vraiment un courage sur
so na yɛrɛ bɛ mɔliya n'an ta ye an ka furu bɛ ka tiɲɛ dɔw b'a fɔ ko i tere ma i bɛ ta ne ko n'a kɛra tere ko ye a tere bɛ fɔlɔ an ka famille de la o. 330 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel du Centre national de recherche scientifique et technologique pour l'année 2023. Un budget qui est en baisse de 0,5% par rapport à celui de 2022. Ces informations ont été données à l'ouverture de la 18e session ordinaire du Centre. Batraoré. Le Centre national de recherche scientifique et de technologie CNRST a pour mission essentielle le renforcement des capacités des chercheurs et des structures de la recherche scientifique. Mais le centre, qui a besoin d'une dotation budgétaire à hauteur des missions, fait face à des difficultés en la matière. L'année 2023, le budget a eu une petite baisse de 330 308 702 francs CFA. Donc c'est un budget qui est en baisse par rapport au budget de l'année 2022. 0,5% de baisse. L'année 2023, la priorité du CNRST serait vraiment l'enquête sur le potentiel scientifique et technologique du Mali. Donc on va faire une base de données de l'ensemble des chercheurs avec leur programme de recherche. Le président du conseil d'administration du CNRST est conscient qu'aucun développement socio-économique ne peut aboutir sans la recherche et l'innovation, d'où la conjugaison des efforts pour les acteurs. C'est face à ce tableau que j'ai engagé mon département à créer une dynamique pour relever progressivement les challenges du renforcement du système national de recherche, du système national d'innovation et de vulgarisation des résultats de recherche afin de les rendre compétitifs et innovants. Cette dynamique ne peut naturellement exister de façon isolée. C'est pourquoi elle œuvre à prendre en compte l'implication de tous les acteurs et bénéficiaires du système. En 2022, malgré le contexte socio-économique difficile, le centre a pu mener des activités de formation et la mise en ligne de 2 numéros de la revue malienne de sciences et de technologie. En 5e région, l'hôpital Semino-Dolo a tenu la 23e session ordinaire de son conseil d'administration. Au cours de la session, les administrateurs ont fait le bilan des activités réalisées en 2022 et ont pris des décisions pour le renforcement des acquis. Boubacar Sankari. Cette 23e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital Semino-Dolo de Mopti porte essentiellement sur les principaux résultats atteints au cours de l'année 2022, les difficultés auxquelles la structure est confrontée et les perspectives pour 2023. Pour les consultations curatives, nous avons fait plus de 90%, les interventions chirurgicales 95%, les examens des labos et les examens d'imagerie près de 130%. Pour l'année 2023, l'objectif principal sera la consolidation des acquis de 2022 et aussi un accent particulier va être mis sur la recherche des partenaires. Pour le projet de budget 2023, il est prévu en recettes et en dépenses 2 11 698 183 francs CFA. En dépit de ces réalisations, l'hôpital connaît quelques difficultés au premier rang desquelles un besoin de 74 agents de santé, toutes spécialités confondues. La meilleure répartition des ressources humaines sur le territoire, le renforcement du plateau technique, la consolidation des acquis sont des priorités vraiment du département pour accompagner l'ensemble des structures, que ce soit au niveau central ou bien que ce soit au niveau surtout régional. Et c'est justement pour améliorer les activités cliniques que le département de la santé vient de doter l'hôpital de nouveaux équipements dont 2 scanners, un appareil de radiographie mobile, 2 appareils d'anesthésie, un osmoseur, 2 appareils d'hématologie, un mammographe. À cette donation de l'État, il faut ajouter celle des partenaires comme la Fondation Yeux du Monde qui vient de remettre à l'hôpital un mini-bloc opératoire pour l'ophtalmie et un appareil d'échographie oculaire. Première phase de la campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus au compte de l'année 2023. Cette campagne a été lancée par le ministre de la Santé et du Développement social en présence de plusieurs médias. Salifou Idraogo. L'objectif de la campagne est de pousser les acteurs à intensifier la sensibilisation à travers les médias pour freiner la transmission communautaire de la maladie. Il est important aujourd'hui que des actions communautaires soient menées. Et ces actions communautaires sont en rapport avec l'acceptation du vaccin. Susciter cette demande-là, en faire en sorte que
la population puisse accepter cette vaccination. Donc, les stratégies sont très simples pour atteindre les 695, 749, je dis bien par passage, mais il est attendu au cours de cette année 2023, nous devons vacciner 4 882 835 personnes. 132 millions de francs CFA sont mobilisés pour la circonstance. Cette campagne de vaccination a pour cible 695 479 personnes à atteindre en 10 jours. Nous savons aussi que tant que le virus continue à circuler, il faut vacciner parce que c'est la prévention qui vaut le mieux. Nous avons vu que les formes graves sont très difficiles à prendre en charge et le taux de décès pour les formes graves est très élevé. Et nous, en tant que pays, comme dans les pays avancés, vous l'avez vu, pendant les périodes de pic, aucun pays n'a la capacité pour assurer la prise en charge totale lorsque vraiment il y a un débordement. En plus de convaincre ceux qui sont encore réticents à la vaccination, cette campagne vise à barrer la route aux fausses informations et aux rumeurs autour des vaccins. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 3 nouveaux cas positifs sur 279 tests réalisés, 25 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 62 patients sont sous traitement. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali, à travers le Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali, vient d'organiser une session de formation. Cette formation porte sur la médiation et la conciliation à l'intention d'une vingtaine de médiateurs du Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali, SECAM. Souleymane Sidibé. C'est une formation et de sensibilisation qui va permettre aux médiateurs et arbitres d'appréhender la majorité des questions relatives à divers actes uniformes de l'OHADA sur l'arbitrage et la médiation. Cette session de formation a été initiée sur 2 bases. Premièrement, c'était une pratique assez informelle que l'OHADA a formalisée depuis 2018 et qui lui donne une assise et une importance. Et au regard du contexte malien même, historiquement, traditionnellement, la médiation est une pratique sociale, culturellement même. Alors, fort de ces 2 aspects, nous avons voulu étoffer notre capacité d'offre, qui était principalement constituée d'arbitres pour l'arbitrage. Maintenant, le segment de la médiation va être un de nos moyens d'action les plus répandus, parce que plus conforme à la nature des différends que rencontrent les opérateurs économiques de notre pays. Nous nous attendons à ce qu'ils s'approprient les techniques et les objectifs de la médiation. Cela sera d'autant plus facilité que nous disposons de formateurs aguerris, de formateurs expérimentés dans le domaine, qui leur permettront, dans un temps limité certes, mais nécessaire et suffisante pour qu'ils acquièrent les capacités de médiateurs. La session regroupe une vingtaine de médiateurs et arbitres du SECAM. L'Association des transitaires et déclarants du Mali fait partie désormais de la centrale syndicale de l'UNTM. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée hier à la Bourse du Travail. Boubacar Kanouté. L'Association des transitaires et déclarants du Mali, ATDM, adhère à la grande famille de l'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM, pour mener ensemble le combat de la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. Au dire du deuxième secrétaire général de la centrale syndicale, cette fêtière arrive à point nommé, au moment où les luttes syndicales se renforcent avec de nouveaux défis. Au nom du camarade secrétaire général Yacouba Katile, pour vous recevoir dans la grande famille, la famille Union nationale des travailleurs du Mali. Soyez les bienvenus. Vous êtes accueillis à bras ouverts. L'Union nationale des travailleurs du Mali est une centrale composée de 13 syndicats nationaux. Nous sommes dans un cadre de consensus. Je crois qu'il faut tout simplement finaliser, déposer auprès de qui de droit le document de cette association transformée en syndicat pour la défense des intérêts. Dans la foulée, un comité de 35 membres a été mis en place, présidé par Alou Kouma. Vu l'importance de notre devenir, de notre corporation, il n'est pas préférable de rester seul. C'est là qu'on a décidé d'adhérer dans la grande famille. Dans la grande famille, nous sommes là
et nous défendons l'intérêt des transitaires en déclarant sur toute l'étendue du Mali et tout en accompagnant bien sûr la transition. L'Action pour l'intérêt du peuple a remis 2 trophées. Le premier pour l'Union nationale des travailleurs du Mali et le second est attribué à l'Association des transitaires du Mali pour leur combat constant en faveur des travailleurs du Mali. À présent, nous arrivons au brève national commenté ici par Suleiman Sidibé. Le parti Nouvel Espoir pour le Mali NEMA lance sa plateforme politique NEMA Blomba. Cette plateforme est un cadre d'échange et de partage pour les Maliens, les associations et les partis politiques qui partagent les idéaux du parti NEMA. Afin de contribuer à l'épanouissement des femmes veuves et orphelines des militaires, l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, remet un chèque géant à 100 femmes comme fonds de roulement dans la savonnerie et transformation agroalimentaire. Chaque Malien, où qu'il se trouve, à quelque niveau qu'il soit, doit défendre, doit supporter nos braves femmes, par quelques moyens que ce soit. Et nous, ce que nous faisons à travers nos agences, c'est notre modeste contribution à cela. Et nous vous promettons que nous allons continuer. Un regard rétrospectif sur les 3 décennies de la démocratie au Mali, les acquis et les insuffisances, c'est l'exercice que se propose le Forum des partis politiques du Mali. L'objectif du Forum des partis politiques du Mali, c'est de créer une opportunité pour les partis politiques du Mali d'évaluer le rôle des partis politiques depuis l'avènement de la démocratie dans notre pays. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que des partis politiques organisent un forum uniquement par les partis politiques et pour les partis politiques. Cette marche pacifique de soutien aux autorités de la transition, elle est organisée par le cadre de concertation de Gourmara-Rousse. Nous, population des cercles de Gourmara-Rousse, Gossi et Bambara-Maoudé, félicitons et remercions vivement les autorités de la transition pour la récente délibération du CNT érigeant les communes de Gossi et de Bambara-Maoudé en circonscription administrative. Vive la transition dans un Mali réconcilié, uni et prospère. À présent, la page sport, c'est avec vous, Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir, Foutouni Tengare, bonsoir à tout le monde. Eh bien, nous allons partir avec le sport, avec du basketball pour démarrer la page de sport. C'est parti pour la nouvelle saison 2022-2023 du championnat national de basketball. La saison 2022-2023 du championnat national de basketball, la première journée, a démarré donc hier. Cette journée de la phase allait se joueront du 3 mars au 29 avril 2023. Les 4 rencontres du jour sont, entre autres, Atra Club de Kidal du Liba-Acier, Isfas Sigidekaï, victoire des militaires 77-43. C'est Calaban Sport Club du Liba-Acier en cours, et l'Isfas Centre Salamata Maïgam d'Ekaï, victoire de l'Isfas 83-71. Déjà hier, en Dame, l'ASL a été battu par le Stade Malien de Bamako 56-85. AS Police, AS Commune 6, victoire des policiers. Eh bien, 79-75 à monsieur, l'AS Police l'emporte devant l'AS Mandé de la commune 4. De justesse, 67-66. Le match AS de Bamako, Stade Malien de Bamako, qui était initialement prévu pour hier, est reprogrammé pour le 8 mars prochain en région de la préparation du Stade Malien de Bamako en vue de sa participation à Basketball African League BAL. La première, bien sûr, nous allons procéder avec, bien sûr, du football, avec le redémarrage du championnat national de football féminin avec la 9e journée. Eh bien, la 9e journée, hier donc, l'USFAS a battu Amazon Commune 5 par 5-1. Et aujourd'hui, l'AS Mandé la porte par le minimum d'un but à 0 devant Entente Sportive de Sirakoro Megetana. 0 but partout sur le score qui a sanctionné la rencontre entre
Centre IFC et AS Police, toujours en football, cette fois-ci chez les hommes, signalons le démarrage des 16e de finale de la Coupe du Mali. À suivre les détails dans notre page sport de ce dimanche. Parlons à présent de la nuit des Nileni Awards du sport malien a eu lieu hier au Centre international de conférence de Bamako. Le dîner gala a célébré le travail abattu par les femmes dans le domaine du sport en présence du secrétaire général de la fédération du ministère des Sports et des représentants des différentes fédérations nationales. C'était donc hier avec les lauréats, 8 lauréats de notre collègue Assas Maré de l'ORTM, M. Toumeïga, ancien capitaine des Aigles Dames de basketball et le président de la fédération malienne de handball et ensuite le président du comité olympique national et sportif du Mali en qualité des hommes qui œuvrent pour le développement du sport aux côtés des dames. Donc c'était hier au Centre international de conférence de Bamako, organisé par la commission sport et femmes du comité national olympique et sportif du Mali. 8 lauréats, avec aussi des prix spéciaux. Les détails à suivre dans notre émission Score de ce lundi sur la télévision nationale à partir de 21h30. Merci Abdelkarim Kava. Merci bien Foussine Tunkara. C'est communiqué pour vous. Le mouvement patriotique pour la solidarité nationale MPSN Malikanou a suivi avec une attention particulière la remise solennelle du projet de nouvelle constitution à son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État par la commission de finalisation. Les MPSN Malikanou félicite les membres de la commission de finalisation du projet de nouvelle constitution pour le travail exceptionnel abattu avec patriotisme en si peu de temps dans l'intérêt supérieur de la nation. Cet autre communiqué, la plateforme des femmes leaders du Mali et le consortium des femmes leaders félicitent le gouvernement pour avoir conduit avec dextérité le processus de finalisation de l'avant-projet de constitution. La cérémonie remise solennelle au chef d'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a été un pas important franchi dans la réalisation de la feuille de route tant attendue par les Maliens et les Maliennes pour mener à bien le bateau de la transition. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu le lundi 27 février dernier à Koulouba la version finale du projet de constitution des mains du coordonnateur de la commission de finalisation de l'avant-projet de constitution du professeur Fousseini Samake. En recevant le document final, le président de la transition a rappelé les enjeux d'un projet de rédaction d'une constitution dans les moments de rupture politique. Selon le colonel Assimi Goïta, le document final qu'il a reçu cristallisera, à n'en pas douter, l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Dans ce programme ce soir, l'ORTM vous propose un magazine spécial sur cette cérémonie de remise qui s'est donc déroulée en présence du Premier ministre, des présidents de certaines institutions de la République et des membres du gouvernement. Une réalisation de Saïd Mohamed Lamine Diarra et de Mamari Kone. La haute autorité de la communication est en deuil. Icône du 7e art, présidente de l'association malienne de lutte contre la drépanocytose, Fatoumata Coulibaly dite FC, ou Fanta Nyogolon, membre de la HAC, nous a quitté aujourd'hui, samedi 4 mars 2023, des suites d'une maladie de longue durée. La levée du corps aura lieu demain, dimanche, à partir de 16h chez son époux à Lafiabougou, derrière la place Kana d'Orampé, Fatoumata Coulibaly. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.